Bonjour. Je vais commencer par, en fait, la dernière partie de notre premier chapitre qui est consacré au rappel. Donc, il s'agit du théorème d'inversion locale. Euh, le théorème d'inversion locale, d'une façon générale, ça nous permet en fait de définir d'une façon, en se basant sur le théorème des fonctions implicites. Il nous permet quand même de définir une fonction qui est réciproque, qui fait partie, qui est l'objet d'une restriction de la fonction principale, l'application f, alors qui est réciproque et l'objectif, c'est d'avoir en fait une fonction qui est de classe C1 et sa fonction réciproque aussi est de classe C1. Mais elle est définie sur une restriction de l'intervalle de l'ovaire de départ. Alors, on va voir comment on peut faire ça. Bien sûr, on doit avoir des conditions qui seront certainement à vérifier. Donc, je vais noter trois théorèmes d'inversion locale. Donc, trois. Donc, je vais choisir un autre couleur, comme ça va être plus clair. Donc, trois. Nous avons un théorème d'inversion locale. Alors, on aura besoin d'un ouvert I, soit I à l'envers de Rn. Et nous aurons besoin aussi d'une application I définie de I à valeur dans Rn et qu'à chaque X, on fait associer f de X. Il est de classe C1. Alors, nous avons aussi pour Y appartient à Rn, existe, c'est la question qu'on peut poser. Est-ce qu'il existe un X unique tel que Y est égal à f de X? Ça veut dire, encore une fois, f de x moins y est égal à 0. Donc, on revient à notre théorème, en fait, de fonction implicite. Alors, la question, c'est que, est-ce qu'il existe-t-il un x unique avec x appartient à i, tel que y est égal à f de x, ou encore f de x moins y est égal à 0. Alors, pour répondre à cette question, on doit considérer la fonction suivante. Donc, en désignant par grand F la fonction qui associe chaque x, y à f de x moins y. Et on peut, donc, en fait, en échangeant les rôles de la variable x et y, on doit résoudre l'équation f de x, y est égal à 0. Donc, je vais écrire en échangeant
Les rôles, les variables X et Y, on doit résoudre l'équation f de x, y est égal 0 par rapport à la variable x. Alors, comme dit dans les fonctions, donc, on va appliquer certainement donc, le théorème des fonctions implicites. Alors, pour cela, on aura besoin de poser une question. Est-ce que notre jacobien est différent de 0 au point A? Alors, si c'est le cas, donc on suppose que f satisfait la condition suivante. Donc, théorème de f1, dérivé de f1, bien la différentielle de f1 jusqu'à fn sur la différentielle par rapport à la différentielle de x1 jusqu'à xn, appliquée au point A, elle doit être différente de 0, quel que soit A appartient à, pour un point, pardon, A appartient à Fn. Donc, voilà, on a un point, A appartient à Rn. Faisons B est égal à f de A et en désignant par F1, Fn les applications coordonnées de f, on obtient les éléments suivants. Il faut regarder les éléments. Donc, je vais écrire en faisant B est égal à f de A. Et en désignant par F1, Fn les applications coordonnées de f, on obtient if indice I de AB est égal à 0, donc quel que soit I, allant de 1 jusqu'à n. Et la deuxième condition, la différentielle de f1 appliquée, ou bien le jacobien de f1 par rapport à x1 jusqu'à xn, appliqué au point AB, c'est exactement donc la différentielle ou bien le jacobien de f1 jusqu'à fn, donc petit f1, petit fi,
par rapport aux éléments x1 jusqu'à xn appliqués à A différent de 0. Alors, dans les conditions, ce sont des conditions. Donc, on doit vérifier une fonction pour pouvoir appliquer le théorème de fonction implicite. Alors, d'après tout cela, donc, on peut dire qu'il existe un certain VB, donc voisinage du point B, et un certain VA, voisinage du point A. Et il existe une application qui va de VB à valeur dans VA, de classe C1, donc qui sera l'objet de l'équation phi de phi, f de phi, y est égal à 0. Donc, carrément, on doit appliquer en fait, le théorème des fonctions implicites, comme suit. Voilà. Donc, d'après le théorème des fonctions implicites, généralisé, il existe VB à voisinage de B, VA à voisinage de A, et phi, VB défini de VB à valeur dans VA, voisinage de B, voisinage de A, de classe C1, tel que pour toute Y appartient à VB, nous avons F de phi Y est égal à 0. On en déduit l'existence d'un certain X tel que X est égal à phi de Y. Donc, c'est une réponse à la question posée au départ. Alors, on déduit pour toute Y appartient à VB, il existe X appartient, il existe, pardon, X avec, en fait, il existe X, si X il est unique, X appartient exactement à VA, donc X il est unique de façon unique, tel que X est égal phi Y, avec X est égal à phi Y, tel que, bien sûr, f de X est égal f de phi Y qui est égal à Y. Ça veut dire qu'il existe une fonction définie de VA à valeur dans VB pour laquelle il existe une fonction qui est réciproque. Sa réciproque, on doit voir en fait la réciproque, elle est définie sur VA intersection F de moins 1, F moins 1 VB. Alors, c'est ce que je vais en fait décrire par la suite. L'application, alors cette application, c'est l'application phi, bien sûr. L'application phi, et alors,
La réciproque de F, A, voilà, donc A. Euh, Phi, c'est la réciproque de F, A, V, VA, intersection F moins 1, VB. En effet, donc, pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit, en effet, pour Y appartient à VB, F de phi Y est égal à Y appartient à VB, d'où phi de Y appartient aussi à F moins 1 VB. On dit alors, F est une application réciproque locale de F. On dit alors, on dit que phi est une application réciproque locale de F. Alors, d'où le théorème suivant. Donc, d'où le théorème suivant. Donc, pour le théorème d'inversion locale, donc, c'est une application différentielle. Dans le fait que vous avez une fonction qui est définie d'un ouvert I à valeur dans Rn, et vous avez en fait, la condition de tout à l'heure qui est le jacobien de petit f1, de f par rapport aux variables x1, de x1 jusqu'à xn au point A est différent de 0, alors permet de conclure que l'existence d'un ouvert A de A et l'existence d'un ouvert B de f de A tel que la restriction, regardez, la restriction de f à l'ovaire ou bien au voisinage A est une bijection et l'application réciproque est de classe C1 aussi. Donc, c'est ça le résultat. Regardez. Donc, théorème, d'où en fait la force de ce théorème.
Vraiment, c'est un théorème qui est très fort et qui permet en fait de, de définir certaines applications qui est même en fait qui est de classe C1 et qui sont bijectives dans lesquelles on aura besoin pour caractériser certaines surfaces et certains courbes. Alors, inversion locale d'une application différentiable. Soit I à l'envers de Rn. Nous avons f de I à valeur dans Rn. Et à chaque x, on fait associer f1 de x jusqu'à fn de x de classe C1, vérifiant d f1 jusqu'à fn par rapport à d x1 jusqu'à xn appliqué à A est différent de 0 où un point A appartient à I. Alors, il existe un voisinage over A de A et un voisinage over B de F de A tel que la restriction F, euh, F grand A de F à A soit une bisection de A dans B, soit une bijection de A dans B. Et l'application réciproque phi est égale à f de A, la puissance moins 1, soit de classe C1, de classe C1 sur, de classe C1 sur B. Donc, je récapitule. Vous avez I un envers de Rn et vous avez une certaine application f qui est définie de I de l'envers de Rn à valeur dans Rn. Il est de classe C1, bien sûr, et il vérifie la condition là où le jacobien il est non nul au point, en un point A.
Alors, ceci permet en fait de conclure l'existence d'un certain voisinage de A et un voisinage de f de A, ça veut dire l'image de A par l'application f, tel que la restriction au voisinage de A est une bijection et sa réciproque est une application de classe aussi CA. Ceci, en fait, nous permet en fait on doit aussi utiliser la définition suivante pour pouvoir généraliser en fait le théorème d'inversion locale, parce que tout simplement, ce théorème, c'est la première édition de ce théorème. C'est donc ce résultat donc, ce que je viens de décrire, c'est la première version, mais il y a une autre version du théorème d'inversion locale qu'on va voir, mais en utilisant la définition suivante, la définition d'une certaine application qui s'appelle difféomorphisme. Donc, un difféomorphisme, c'est une application qui est bijective et il est de classe C1. Et sa fonction réciproque aussi, il est de classe C1. Voilà, donc je vais écrire la définition. Une définition, I et V, deux ovaires de Rn, une application f de I en valeur de V est un difféomorphisme si A f est une bijection de I vers V, est une bijection de I sur V, de 2 f est de classe C1. Troisième condition, f moins A est aussi de classe C1. Alors, nous avons des remarques à relever. La première remarque, c'est que en fait, le fait que la première et la deuxième condition sont vérifiées n'entraîne pas la vérification du troisième condition parce que, et on a un contre-exemple, c'est que si vous avez une application qui donne f de x à f de à x, x3 comme valeur, comme expression associée, alors la réciproque de même si f de x est égal à x3 est une fonction bijective, il est de classe C1, il est tout ce que vous voulez, mais sa fonction réciproque, qui est la racine carrée, en fait, si vous pouvez en fait exactement donner la réciproque qui est la racine à l'ordre de 3 de x. Quand on fait, il n'est pas dérivable au point zéro, donc il n'est pas de classe 1. Alors la deuxième remarque, et c'est que d'après la définition, si on a f et si on dit que f est un dimorphisme, automatiquement nous avons f moins 1 aussi. C'est un difféomorphisme d'après la définition. Donc on peut la remarquer rapidement. Alors la troisième remarque, il s'agit de de composite de difféomorphisme est un difféomorphisme. Voilà l'objet de la remarque que je vais écrire tout de suite. Regardez.
Merci d'éteindre vos micros. Il y a un micro qui s'allume. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Alors, nous avons la première remarque. Les conditions 1 et 2 n'entraînent pas la condition 3. Bon. Recording in progress. Alors, bonjour.
Il y avait un problème technique. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous Oui, arrivez à madame. m'entendre? Oui, D'accord. madame. Je reprends. Voilà, je me suis dit donc, la première remarque, il s'agit que les conditions A1 n'entraînent pas la condition 3. En effet, euh, l'application suivante, donc c'est pour vous montrer un contre-exemple. L'application suivante qui à chaque f, on fait associer, à chaque x, on fait associer x à la puissance 3, donc la fonction définie de R à valeur dans R, est une application, c'est un bijectif ou bien une bijection, c'est une bijection de classe C1, mais on voit clairement que sa fonction réciproque n'est pas dérivable. En zéro. La deuxième point, alors si f est un difféomorphisme, alors f-1 l'est aussi. C'est un difféomorphisme. Troisième point, si f défini de i à valeur dans v, et g est défini de v à valeur dans w, sont des CK difféomorphismes, ou bien sont des difféomorphismes. Alors, GOF est un difféomorphisme. Alors, dire que F est un difféomorphisme, ça veut dire que F, tout d'abord, est de classe C1, il est bijectif, sa réciproque aussi, il est de classe C1. Alors, ça veut dire qu'on peut conclure, que peut-on conclure? Donc, la question qui se pose, que peut-on conclure par rapport à sa différentielle, la différentielle de F au point X? Alors, comme la différentielle de F au point X est une fonction d'une application linéaire, ça veut dire quoi que f est de classe 1, ça veut dire qu'il est continu et sa différentielle est continue aussi. Et on a dit que f est de classe C1 et sa bijection aussi est de classe C1, ça veut dire que sa différentielle est, est bijectif aussi. Et le fait de dire que une application linéaire est bijective, ça veut dire que nous avons une application linéaire qui est isomorphe. C'est un isomorphisme. D'accord, donc c'est l'objet de la proposition suivante. Proposition.
fois U et V, 2 ovaires de Rn. Et nous avons F défini de I à valeur dans V, un difféomorphisme. Alors, pour X appartient à U, la différentielle dfx de f en x est un isomorphisme. Et on a l'égalité dfx à la puissance moins 1 est égal à df f de x à la puissance moins 1. Alors, si on veut généraliser un petit peu, on arrive au point, dans la version, une nouvelle version du théorème d'inversion de Löwel. Alors, puisque on a défini le difféomorphisme, alors donc l'application qui sera l'objet de la restriction de f à un intervalle, à un envers U', ou bien un voisinage de A U', doit être une application chère, bijective, ou bien de classe 1, mais aussi il doit être une application qui est difféomorphisme, d'après tout ce que nous avons étudié jusqu'à présent. C'est l'objectif en fait du théorème suivant, du résultat suivant. Donc, il s'agit de nouvelle version du théorème d'inversion locale. Regardez la nouvelle version. Théorème théorème d'inversion locale. Nouvelle version. Fois I à l'envers de Rn et F qui est défini de I à valeur dans Rn de classe C1. On suppose que le jacobien de F en un point X de U est non nul. Alors, il existe un envers U' contenant X et un envers V' contenant f de X, tel que la restriction de f à U', soit un difféomorphisme de U' sur V'.
Alors, il existe un envers U' contenant X, U' inclus dans U, et un envers V' de Rn contenant f de x tel que la restriction de f a i prime soit un difféomorphisme. De U' sur V'. Je récapitule, vous avez le théorème d'inversion locale pour sa nouvelle version. Il s'agit de, donc vous devez avoir un certain envers U de Rn et une application U de Rn à valeur dans Rn de classe C1. On suppose que le jacobien de f en un point x est non nul. Donc maintenant, d'après ce qui précède, nous avons, il existe un envers U' contenant x avec U' inclinant u, et un envers V' R de Rn contenant f de x, tel que la restriction de f à U' soit un difféomorphisme de U' sur V'. Alors, d'où vient le corollaire suivant? Corollaire. Alors, il est sous le nom de corollaire du théorème d'inversion locale. Alors, on considère soit avec un T, soit U, un envers de Rn. Nous avons F défini de U à valeur Rn de classe C1, injective, les conditions suivantes sont équivalentes. Équivalentes. Jacobien, on a un point jacobien par rapport à x1 jusqu'à xn
On a un point X qui est différent de 0. En tout point, ça veut dire une généralisation de la notion en tout point X appartient à U. Il est équivalent à dire que f de U est un envers et f est un difféomorphisme de U sur f de U. Est un difféomorphisme de U sur f de U. Ça veut dire quoi? Donc, après le théorème d'inversion de Gauss, surtout dans sa version, la nouvelle version. Donc, si le jacobien, il est en tout point de U différent de zéro, donc on peut en tout point définir un difféomorphisme F qui est l'objet de la restriction de F sur au voisinage de X. Ça veut dire en d'autres termes, on peut définir un F qui peut être l'objet d'un difféomorphisme de U sur F de U. Et donc, je saisis l'occasion pour citer un exemple, comme ça vous comprendre mieux cette notion. Bien sûr, tu as une inversion locale. Exemple. Alors, le passage en c'est pas un exemple, nous, c'est un cas particulier. Passage en coordonnées polaires. C'est plutôt un cas particulier. Alors, considérons les deux ovaires, considérons les deux ovaires, le R2. Alors, U est égal 0 plus l'infini fois moins P, P. Et V est égal à R carré D. Où D, c'est quoi? Donc, c'est l'ensemble défini comme suit. ED et l'ensemble des X, Y appartient à R carré tel que Y est égal à 0 et X est inférieur ou égal à 0. Et soit F de I à valeur dans V, et à chaque R θ, on fait associer R cosinus R cosinus θ, R sinus θ, R sinus θ. On vérifie que F est une bijection de S sur V de classe C1, de jacobien non nul, et on déduit que F est un difféomorphisme de S sur V. Voilà. Donc, pour cet exemple, on peut vérifier
les éléments les éléments du théorème, en fait, d'inversion locale. Alors, on vérifie que F est une bijection de I sur V de classe C1 et de Jacobien non nul. Et d'ailleurs, donc il est clair qu'il vérifie ces conditions-là. F, c'est une bijection et elle est de classe C1, comme ce sont des fonctions trigonométriques, ce sont des coordonnées polaires. Et le jacobien est non nul. Ceci, donc, c'est d'après les calculs. D'après ces conditions-là, nous avons donc toutes les conditions qui permettent d'en déduire l'existence d'un certain, une application F, qui est l'objet, qui est un difféomorphisme de I sur V. Donc, on en déduit. C'est facile à vérifier. Donc, je passe directement à donner la conclusion. On en déduit que F est un difféomorphisme de I sur V. Voilà, donc, et notre premier chapitre arrive à son fin. Donc, c'est tout ce que j'ai pour ce chapitre. Donc, maintenant, après la pause, on va commencer un nouveau chapitre qui est sur les courbes dans R, les courbes, en fait, dans Rn. Voilà, donc, je pense qu'on prendra une petite pause avant de commencer ensuite, le nouveau chapitre. Voilà, donc vous avez 15 minutes et on reprend. D'accord? D'accord, madame.